Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, un jour une station avec Savoie Grand Revard avec monsieur Dominique Liégeois. Je recevrai ensuite Olivier Labasse de l'association Lac d'Annecy Environnement et enfin des idées de cadeaux de Noël avec la sélection de bandes dessinées de Vincent Poirier et de BD Fugue. Mais avant toutes ces réjouissances, vous le savez, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Pour les titres de ce journal du 19 décembre, on parlera biathlon une nouvelle fois avec, ça y est, cette fois, les épreuves ont bel et bien démarré ce jeudi. Et oui, vous étiez sur place avec Emmanuel Jaude, vous avez passé la journée là-bas, c'est la première journée de la Coupe du Monde de biathlon qui se tient donc dans la station des Aravis. L'ambiance est au beau fixe, on va reparler de ses supporters, on va aller prendre un petit peu l'ambiance, on verra aussi quelques réactions des athlètes français. Et enfin, troisième et dernier épisode de notre série consacrée au monde du cirque. Et ce soir, on va voir les tout petits qui s'initient à cette pratique du cirque. C'est du côté de Chambéry, dernier épisode consacré au Centre des Arts du Cirque de Chambéry. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour le journal dans une grosse demi-heure. Allez, on démarre cette émission avec notre première rubrique dédiée aux stations. Dominique Liégeois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de Accès Direct, vous êtes déjà venu au mois de janvier. Vous êtes donc le directeur du syndicat mixte Savoie Grand Revard. Autrement dit, 3 domaines skiables, des Bauges, le Revard, la Fécla et Saint-François-de-Sales. Tout à fait. Ce sont nos 3 portes de ski nordique. Et après, en alpin, c'est la Fécla et le Revard. Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait de former un grand ensemble comme celui-ci ? Bien, ça permet d'offrir une diversité de pratiques, une diversité d'espaces avec des profils et des pistes différentes selon nos portes, avec des ambiances différentes. 3 ambiances. Vous arrivez à faire en sorte que ces ambiances, ces domaines soient complémentaires ? Tout à fait. En parlant sur le nordique, la Fécla, c'est vraiment la porte sportive, avec son stade de biathlon et sa piste de ski roue en été. La porte de Saint-François est vraiment l'ambiance nature, pleine nature. Et puis Kroll, c'est presque un peu la porte urbaine d'Aix-les-Bains. Pareil, à la montée en forêt, très vite en forêt à partir du Revard. Le pass saison Bauge Savoie qui a été lancé, ça va dans ce sens ? Tout à fait. Ça marche comme ça. Et puis, on a le pass qui permet de faire et du ski alpin et du ski nordique. Alors, on connaît Savoie Grand Revard notamment grâce à son domaine de ski nordique. Qu'est-ce qui fait votre force justement par rapport au ski nordique ? Au ski nordique, ce qui fait notre force, c'est la variété des pistes, des profils différents, de tout niveau. Le domaine skiable qui représente 150 km de piste, et puis surtout la qualité du travail de nos dameurs qui fait que nos pistes ont une excellente réputation en termes de qualité de piste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, quand on pense au nordique, en tout cas, quand on est sur Annecy, on pense forcément à Savoie Grand Revard. C'est une fierté, ça, de se dire que voilà, vous avez réussi à vraiment fidéliser une clientèle et puis à continuer à avoir une vraie notoriété. Ah, tout à fait. C'est quand même important puisque c'est notre atout principal. Alors, vous avez ouvert partiellement il y a déjà un mois. Tout à fait. Environ. Quel bilan vous tirez de ces premières glisses-là ? Bien, déjà, les ventes d'avant-saison ont été plutôt excellentes. Le démarrage s'est bien déroulé. Malheureusement, effectivement, comme un peu toutes les stations de moyenne altitude, on manque un petit peu de neige. Donc, on est dans une situation tendue, mais pour l'instant, tout marche bien sur le nordique. Et on espère qu'on va pouvoir ouvrir l'alpin également dès ce samedi, premier jour des vacances de Noël. Justement, on était avec Emmanuel Jaude aujourd'hui du côté du Grand Bornand. On se disait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de neige avec le soleil. Non, tout à fait. Ça vous impacte aussi forcément chez vous ? Ah oui, tout à fait, puisque quand la limite pluie-neige oscille entre 1200 et 1500 mètres, on est en plein milieu. Donc on alterne les chutes de neige, les chutes de pluie. Et c'est pas très bon pour effectivement préparer un domaine skiable. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de faire
vivre d'organiser une station de moyenne montagne avec les changements climatiques qu'on peut connaître? Alors je pense qu'on commence vraiment à le sentir parce qu'effectivement, de 2 saisons moyennes, une saison mauvaise, une bonne saison sur un cycle de 4 saisons, on est plutôt à 2 mauvaises, une moyenne et une seule bonne sur un cycle de 4 saisons. Donc effectivement, c'est de plus en plus compliqué. Ce qui nous perturbe, c'est souvent des décalages. On a l'impression que la vraie chute de neige, elle arrive seulement mi-janvier, alors que précédemment, elle arrivait mi-décembre. Voilà. De manière plus générale, comment s'annonce cette saison 2019-2020? Mais écoutez, si la neige est au rendez-vous, elle s'annonce excellente. L'année dernière a été un bon cru à la fois sur l'alpin et surtout sur le nordique. Donc on espère faire aussi bien. Après, comme toute station de moyenne montagne est surtout proche d'un bassin de vie et des bassins urbains, notre atout, c'est la neige et le soleil, puisqu'on est vraiment dédié à du ski à la journée, du ski d'apprentissage, et puis pour ce qui est du nordique, du ski de compétition également. Vous sentez le fait que le ski nordique soit de plus en plus, entre guillemets, à la mode? On sent qu'il y a une vraie tendance à faire du ski nordique aujourd'hui. Tout à fait, les gens recherchent du dépaysement, de la douceur. Et effectivement, le nordique s'y prête parfaitement. On voit un regain d'activité autour du ski classique, c'est-à-dire de l'alternatif, qui est plus du ski balade, y compris sur nos pistes à profil compétitif sur Savoie-Grand-Revard. C'est une vraie tendance et on l'a surtout senti l'année dernière. Alors à l'été 2018, d'importants travaux forestiers ont été réalisés pour améliorer justement ces pistes. Est-ce qu'une partie de ces investissements ont pu être rentabilisés déjà? Alors, on continue nos travaux de piste sur le nordique notamment, et le prochain chantier, c'est à partir de la porte de Saint-François, qui souffre un peu plus que les 2 autres. Et effectivement, d'ores et déjà, c'est tout bénéfice, puisqu'on permet d'ouvrir avec très très peu de neige, comme c'est le cas par exemple en ce début de saison. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que du ski nordique du côté de Savoie-Grand-Revard, puisque vous proposez également une douzaine de remontées mécaniques. Voilà, 13 remontées mécaniques équitablement réparties sur la Fécla et le Revard, avec chaque domaine un télésiège et 4 ou 5 téléskis et 1 ou 2 tapis selon les secteurs, pour permettre du ski alpin d'apprentissage en séjour comme en week-end. Justement, par rapport à ce ski alpin, ça fait partie des objectifs de développer cette offre ski alpin, ou pour l'instant vous vous contentez de disons que depuis de nombreuses années, l'espace disponible pour le ski alpin a déjà été conquis, entre guillemets. Donc on est plutôt sur de la fidélisation de clientèle et sur un renforcement du côté éducatif de nos pistes de ski alpin. Alors cette année, pas de grande odyssée. Vous n'avez pas souhaité vous positionner pour l'organisation d'une étape? Non, effectivement, les élus des 2 agglomérations de Grand Chambéry et de Grand Lac ont décidé de faire une pause dans la réception de la grande odyssée, parce qu'effectivement, ce sont des coûts assez importants. Il n'est pas impossible qu'elle revienne un jour sur le plateau, à l'occasion d'une autre série, puisque je crois que les mushers sont en demande de cette étape qui est vraiment une étape pleine nature, type musher. Mais cette année, on aura un événement, depuis l'année dernière déjà en version test et cette année en version officielle, un événement chien de traîneau avec Red Dogs, qui est une manifestation qui aura lieu les 18 et 19 janvier prochains, organisée par Sandra Ferrari, qui est très connue dans le milieu des mushers professionnels. Sur le plateau? Sur le plateau, au départ du plateau sud de la Fécla, en reprenant certains tracés historiques de la Grande Odyssée. Vous nous promettez encore du grand spectacle, j'imagine. Il y aura du grand spectacle et je pense que le format de compétition est déjà un succès. Merci beaucoup, Dominique Légeois. Avec plaisir. Très bonne saison. Et merci à vous. Allez, je vous invite à rejoindre la régie. Merci. Une petite anecdote à vous raconter en guise de revue de presse aux États-Unis. Une voiture volée a été retrouvée grâce à la fonction localisation du téléphone. Alors ça se passe, c'est une Américaine de 19 ans, obligée de vivre dans sa voiture suite à l'incendie de son logement, qui s'était fait voler son véhicule avec son smartphone à l'intérieur, alors qu'elle était sortie faire quelques courses. Les malfaiteurs ont tout de suite éteint le téléphone, rendant ainsi impossible sa localisation. Mais les voleurs, un peu amateurs sur le coup, l'ont rallumé quelques heures plus tard, ce qui a permis aux forces de police, cette fois, de localiser le téléphone et ainsi arrêter les voleurs. On notera que si cette jeune femme avait mis à jour son téléphone d'une célèbre marque à la pomme, elle aurait pu le localiser, même s'il était resté éteint. Donc voilà, affaire à suivre. On va parler environnement à présent avec mon prochain invité. Je vous en prie, monsieur Olivier Dabas. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes le vice-président de l'association Lac d'Annecy Environnement, Voilà. association qui vient de fêter ses 41 ans. Avant de planter le décor, quelles sont les missions et les vocations de cette association? C'est bien de planter le décor pour l'environnement. Les missions, c'est protection du cadre de vie et amélioration de la qualité de vie. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire surtout. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a aussi pas mal de choses à ne pas faire. Qu'est-ce qui représente ce fameux lac d'Annecy pour Annecy justement et ses Annéciens? Le lac d'Annecy, en fait, on devrait se reporter dans les années 50. Alors, ça peut paraître très vieux à un grand nombre d'entre nous. Les années 50, c'est le moment où il y a une prise en compte par un visionnaire qui était le docteur Servettaz et un maire qui était aussi visionnaire, qui était Charles Besson, que si on continuait comme ça, le lac d'Annecy était foutu. Eutrophisation de l'eau. Et donc, ils ont mis 15 ans à faire comprendre aux habitants, aux administrés, aux hôteliers, aux commerçants qu'il fallait faire quelque chose. Et ils ont sauvé le lac d'Annecy. On a créé le SILA pour continuer cela. Eh bien, aujourd'hui, on est presque dans une position de même type. Ce n'est pas l'eau qui pose un vrai problème. Elle est claire, elle est propre et tout ce qu'on veut. C'est ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, c'est un peu un désastre. Vous avez présenté le 12 décembre dernier votre feuille de route pour 2020. Oui. En quoi consiste-t-elle? La feuille de route, si vous voulez, pour 2020, en gros, c'est d'arrêter le saccage du lac. D'ailleurs, c'est très simple. Il suffit de se balader sur la rive ouest pour voir les dégradations. Alors, ce qui nous étonne, ce qui m'étonne, moi, à Lac d'Annecy Environnement, comme l'autre association que je préside, qui est BVV, ce qui nous étonne, c'est que tout le monde maintenant, je parle tout le monde, les politiques, les décideurs, tout le monde est conscient des problèmes du climat, du réchauffement climatique. Bon, on sait à quoi c'est lié, les gaz à effet de serre, c'est lié en particulier pour 46% aux voitures. Tout le monde est conscient que l'urbanisation galopante, on devrait peut-être y mettre fin. On a confondu à Annecy pendant 25 ans, 30 ans, urbanisme et urbanisation. Dans l'urbanisme, il y a du transport et de la mobilité. On s'occupe maintenant de mobilité. La question, c'est qu'on s'en occupe, on fait des déclarations d'intention superbes, rien à dire, sauf que les actions sont incohérentes entre elles, très souvent, et ne correspondent pas aux ambitions. Vous êtes forcément concerné par toutes ces problématiques de mobilité, vous venez de le dire, symbolisées par l'élément express, le plan de déplacement urbain ou encore Lola, la liaison ouest du lac d'Annecy, puisque vous faites partie des associations qui sont à l'origine du Grenelle de transport. Moi je suis un des cofondateurs du Grenelle des transports et de la qualité de l'air du bassin annécien. On avait pris conscience qu'il y avait un énorme problème de pollution de l'air, mais aussi de saccage des sites. Moi, mon entrée là-dedans, je suis industriel, j'ai été industriel 45 ans dans des grandes sociétés multinationales emblématiques. Je connais très bien la question des transports. C'est ça qui m'intéressait, c'est les transports et c'est l'urbanisme, plus que véritablement, si vous voulez, la qualité de l'air, dont j'étais absolument pas spécialiste. Eh bien, aujourd'hui, on a un lac qui est en train d'être transformé en lac urbain, ceinturé de routes. Le docteur Servettaz disait qu'il fallait se méfier des routes le long des rivages. Eh bien, on continue à augmenter le trafic routier sur les berges, sur les rives du lac d'Annecy. Là, je vois que j'ai une belle photo du Léman Express. Le Léman Express, il y a juste un petit problème, c'est que, enfin vous avez vu, mais ça c'est peut-être conjoncturel, le jour de l'inauguration, il n'y a pas de drame. Le lendemain, pas de drame. Pas de drame. Si vous allez à la gare de Fringy, vous ne pouvez pas prendre un billet pour Genève parce que ça n'existe pas, vous faites passer par Bellegarde, correspondance. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt, mais je ne suis pas sûr que les gens qui devraient le prendre ou à qui ça rendrait service, c'est-à-dire il y a 48 000 voitures de trafic journalier entre Annecy et Genève. 48 000. Eh bien, tout le monde le prendrait volontiers. On l'annonçait 55 minutes, gare à gare. Et puis ensuite, l'année dernière, sur le prospectus officiel, c'était 1h12. Finalement, c'est 1h29. On peut se poser des questions. Forcément. Oui. Pour en revenir au lac, quel est votre avis sur les épisodes de sécheresse qui ont frappé le lac ces dernières années? On a vu le lac à marée basse, donc je crois qu'on peut se poser des questions. On ne se pose plus de questions, en fait. Il faut agir maintenant sur la question du réchauffement climatique. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut trouver des solutions. Des réponses, il y en a. Très simplement,
au bord du lac d'Annecy, on peut à la fois, en même temps, on peut réduire les embouteillages, améliorer la mobilité des gens et améliorer la qualité de l'air. C'est facile, on sait le faire. Ça a été étudié, proposé depuis 2012. Ça a été par une étude TTK. Ça a été proposé en 2013. Et pourquoi on ne le fait pas alors justement? Ah ben on ne le fait pas. Alors là, on ne comprend pas. Alors, soit on ne lit pas les études, enfin, partant du principe qu'on sait lire. On peut simplement lire les études commandées, ou plutôt que de les mettre dans une bibliothèque. Inutile d'en demander une seconde, inutile d'en demander une troisième, elles disent tous la même chose. Si on fait le projet Lola, qui est un projet stupide pour l'environnement, stupide pour la mobilité, tous les ingénieurs, toutes les études du département et du Grand Annecy le savent. Il ne faut pas faire ça, on a une solution. On avait déjà la solution en 1901. Il y avait un train qui allait de Annecy à Faverges en 29 minutes pour les rapides, 39 minutes. On était en 1938. Donc vous militez plutôt pour un tram? Eh ben, c'est évident qu'il faut mettre un tram. Toutes les villes modernes mettent des trams. Et à Annecy, on croit que le tram, enfin certains vieux élus, parce que les élus actuels ont bien compris que c'était la solution. Et justement, est-ce que toutes ces mobilités, le sort du lac d'Annecy, peuvent être un enjeu pour les futures élections municipales? Eh ben, moi, je crois que, si vous voulez, il faut se rappeler que tout homme a un rendez-vous quotidien avec le paysage qu'il habite. Ça, c'est du Sylvain Tesson. Et donc, on ne peut pas ne pas se soucier des paysages et de l'endroit où on habite. Alors forcément, dans les élections, alors moi, ce que j'espère, c'est que ces élections, ça va permettre aux élus de faire les projets qu'ils annoncent vouloir faire. Dernière chose, vous êtes plutôt inquiet ou optimiste pour la suite? Comme disait, je crois que c'est Shakespeare, le pessimisme de l'intelligence, je ne comprends pas que depuis 10 ans, alors qu'on a toutes les études et toutes les solutions pour améliorer la mobilité, la circulation, la qualité de l'air, arrêter de détruire les paysages, on a toutes les solutions, on ne le fait pas. Ça, c'est le pessimisme de l'intelligence, je ne comprends pas. Mais il y a quand même la volonté, et la volonté, ça, c'est l'optimisme. Et je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui ont pris conscience de ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Je vous en monsieur prie. Olivier Labasse. Merci. À bientôt. Au revoir. Bon courage pour la suite. Merci. Allez, à l'approche de Noël, on enchaîne avec des idées de cadeaux, avec les bandes dessinées de Vincent. Salut Vincent. Salut Seb. Comment vas-tu? J'imagine que tu chômes pas en ce moment avec les fêtes qui arrivent là. C'est du 7 jours sur 7 intense, mais plein de joyeux Noël en perspective. La bande dessinée est toujours un des bien. cadeaux fétiches? Le livre de manière générale, Oui. et dans le livre il y a la bande dessinée évidemment, c'est incontournable. Alors pour cette dernière de l'année 2019, une petite sélection, 3 œuvres. Oui. On commence avec un classique, revisité, Blueberry, par Johann Sfar et Christophe Blain. Oui, c'est un des plus grands classiques du western. C'est une série cultissime qui avait été arrêtée, j'ai envie de dire, malgré elle, puisque le dessinateur, qui était considéré comme le plus grand dessinateur de BD au monde, Giraud, est décédé, malheureusement, il y a quelques années. Donc plus de Blueberry, personne n'était véritablement capable, normalement, de reprendre derrière le maître, sauf que le maître avait quand même déclaré que Christophe Blain était, selon lui, un des dignes repreneurs possibles. Donc ça date d'avant sa mort, et on ne peut que valider ce choix, parce que le dessin est grandiose. Alors il ne cherche pas à singer le dessinateur d'origine, Jean Giraud, il donne vraiment sa patte, mais une patte qui est très forte. Il y a des cases, on a vraiment envie de les agrandir, d'en faire des tableaux, parce qu'elles ont une dimension, une profondeur assez extraordinaire. Et derrière Johann Sfar, on le connaît pour Chat du Rabbin, ou des séries entre guillemets plus confidentielles, moins populaires de prime abord. Et pourtant, il y a une écriture qui est extraordinaire, qui est reprise ici, qui conforte l'aspect classique de la bande dessinée, mais en lui donnant aussi ce petit peps en plus. Donc voilà, une association de 2 hyper talents qui nous font un Blueberry, alors à suivre, attention, mais un Blueberry assez extraordinaire, respectueux totalement. L'œuvre a bien vieilli selon toi? Elle aurait pu justement finir un petit peu mal sa vie avec quelque chose d'un petit peu poussif en bande dessinée à papa, entre guillemets, c'est-à-dire on continue pour continuer. Non, là, c'est un regain, c'est une modernité qui est effarante, mais tout en confortant le classicisme savoureux de cette bande dessinée. Donc c'est extraordinaire. Je l'ai lu 2 fois, je n'ai pas le temps de lire 2 fois une BD, j'ai lu 2 fois tellement c'était bien. Pourtant, c'est toujours difficile de s'attaquer à un mythe.
C'est même très dangereux parce que C'est risqué. vous êtes extrêmement attendu au tournant. Les lecteurs sont sans concession. Vous touchez à leur Madeleine de Proust. Donc vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Et non seulement réussir à leur faire plaisir, mais en plus à plaire à un nouveau public, là, c'est extraordinaire. Ils ont réussi à faire ça. Et petite particularité dans cette œuvre, une grande place accordée à la femme, alors qu'on Oui. sait qu'à la base, Blueberry, c'est un monde de mecs. Ah, c'est un monde de mecs. C'est le monde du western est un monde de mecs. Et c'est vrai que typiquement dans Lucky Luke, quand il y a une femme, bah, c'est plutôt la nana du bar, quoi. Donc c'est vrai que C'est pas forcément on n'avait gratifiant. pas forcément une image de la femme très présente. Tandis que là, oui, les femmes, d'ailleurs, des sacrées femmes, hein, puisqu'on reconnaît des stars du cinéma qui sont ici. On a Brigitte Bardot assez rapidement, entre autres Sophia Loren. On va avoir comme ça des apparitions. Mais effectivement, des femmes qui ont du caractère et qui ont des choses à dire et à faire. Le deuxième BD que tu souhaitais nous présenter, Lulu et Nelson, alors là, on change un petit peu de registre. Hein. Oui, c'est pour les enfants et les enfants, les grands-enfants aussi, évidemment. Lulu et Nelson, on retrouve une dessinatrice qui a un talent extraordinaire. C'est Aurélie Néré qui avait eu sa première série, Les Carnets de Cerises, qui a été un succès hors norme, des centaines de milliers d'exemplaires et une communauté de fans. J'ai envie de dire inlassable, hein, on me réclame du carnet de cerises tous les jours. Bah, carnet de cerises, c'est fini, mais Lulu et Nelson démarrent. Alors là, on n'est plus sur de l'histoire complète par album, on est sur une grande histoire qui va démarrer. On découvre Lulu, qui a grandi dans un cirque, qui est passionné par les animaux, ses parents étaient dompteurs. Il s'est passé un drame familial que je ne révélerai pas ici, mais qui va l'amener à partir en Afrique du Sud. Et tout ça va nous amener à une autre gamme d'histoires que celle qu'on a d'habitude dans la bande dessinée jeunesse ou la littérature jeunesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans action-réaction et on va faire ça et tout va bien se passer et on va être heureux. Là, on est aussi ancré dans des événements historiques très forts. En Afrique du Sud, en pleine apartheid, il y a des pistes, j'ai envie de dire, historiques et politiques qui sont abordées en plus d'un récit extrêmement touchant et, une fois de plus, graphiquement remarquable. Il y a un vrai message de tolérance en tout cas. Et il y a un vrai message de tolérance, il y a un message de l'écoute de l'autre, il y a un message même, j'ai envie de dire, au-delà de l'humain, puisque les animaux sont extrêmement présents dedans. On parle d'un cirque, on parle de dompteurs. Va peut-être même pour cette jeune Lulu avoir un regard qui va évoluer sur les animaux, la captivité et le soin qu'on peut leur apporter. Donc c'est très positif, malgré tous les drames qu'on peut envisager dans cette histoire. C'est très positif, mais c'est pas pour autant mielleux ou pardon du terme, cucu-concon. On est dans quelque chose qui a une vraie profondeur. On termine avec un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Oh bah, N'est-ce pas c'est Si pour adultes en tout Pour cas. adultes en tout cas. C'est pour adultes, mais pas pour adultes dans le sens érotique, même s'il y a 2-3 scènes 3, suggérées. 4, 5. Mais c'est suggéré. C'est surtout l'histoire de Germano. Germano, c'est un homme qui part dans le sud de l'Italie. Senso, on n'a pas donné le titre. Hein. Senso. Ça s'appelle Senso. Germano, il part dans le sud de l'Italie puisqu'il est convié par rapport à une exposition. Il doit venir. Germano, il est un peu à l'ancienne. Il n'a pas de téléphone portable, pas de chance. Son train a 6 heures de retard. Il a personne. 6 heures de retard 6 heures de retard. Oui, il s'en sort bien hein, finalement. Personne qui l'attend à la gare, pas de téléphone portable, il trouve un téléphone à pièce, il arrive à téléphoner, personne ne répond en face, il a un hôtel qui est pas loin, c'est pas grave, bon, de toute façon il ne peut pas se tromper, c'est le seul hôtel à des kilomètres à la ronde, il arrive, on lui dit, mais vous n'avez pas de réservation monsieur, comme vous n'avez pas confirmé, l'hôtel est plein. Il enchaîne, problème sur problème, et il se retrouve malgré lui invité à un mariage horriblement festif, il n'y a rien de pire que de se trouver à un mariage où on ne connaît personne, il s'y retrouve malgré lui, c'est une nuit de cauchemar qui s'annonce. Et il rencontre Elena. Une rencontre, une histoire impossible et pourtant la magie va opérer. C'est ça, c'est au milieu du cauchemar, c'est une lumière, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est pas pour autant que c'est un récit romantique, j'ai envie de dire convenu, très loin de là. D'ailleurs, nos personnages ont la petite cinquantaine, j'ai envie de dire qu'ils en sont revenus de leurs premiers émois. Ils ont une autre vision de l'amour. Par contre, cette parenthèse enchantée dans leur vie va mettre tout leur sens en éveil. Si ça s'appelle Senso, c'est pas pour rien. C'est les sens, effectivement. J'ai beaucoup aimé les dessins. Ils sont beaux, hein. Ouais, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et la couleur, il y a une couleur ancrée qui est... Il y a des moments vraiment de poésie visuelle au milieu de ce cauchemar. Et c'est vrai que oui, c'est très beau. Je suis content que ça t'ait plu. Quelques idées pour 2020 des choses qui sont particulièrement tendues en termes de bande dessinée. Alors, il y en a réellement beaucoup. J'avais pas Tu dois en choisir 2 ou 3. J'avoue, c'est une question piège. Oui, tu m'as Rien bien n'était eu là, prévu. sur ce coup-là.
Des BD attendus, en fait, à titre personnel, j'en attends tellement déjà. Il y en a une qui est très attendue, ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez. Le tome 1 a été le phénomène de l'année dernière. Tout le monde me la réclame tout le temps, tout le temps. Elle arrive, c'est sûr. Pour 2020, il y a Black Sad qui revient aussi dans les séries cultes, qui fêtera ses 20 ans. Et donc l'auteur tient à être au rendez-vous pour le 20e anniversaire de sa série. Et puis on va retrouver des grands classiques aussi de la bande dessinée. Tu m'as bien eu sur Et ce puis en coup-là. tout cas, on te retrouve en 2020. Et bah oui, ah oui, ça par contre c'est sûr. On te retrouve Je en vais 2020. revoir. Évidemment, de très bonnes fêtes. Toi aussi. À l'année prochaine. À Merci en bientôt. tout cas. Merci. Allez, c'est fini pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Victoria Lopez. À tout de suite.